Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue donc sur le podcast de la FENVAC. Je suis actuellement accompagnée de Gaëlle, qui travaille également pour la FENVAC, qui est psychologue clinicienne. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bonjour. Donc, je suis Gaëlle Lejean, psychologue clinicienne. J'interviens pour la FENVAC comme psychologue depuis novembre 2015. J'avais rencontré en effet cette association en participant à une recherche qui s'appelait Impact, une recherche de Santé publique France, qui cherchait à évaluer finalement les conséquences des attentats de janvier 2015, donc de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, sur les victimes, donc les personnes impliquées, et d'évaluer aussi la qualité de la prise en charge qui pouvait être proposée à l'époque, donc d'un point de vue médico-psychologique, mais aussi les autres ressources associatives notamment, et puis soutien psychosocial de façon globale. En plus de ton travail à la FENVAC, tu interviens également auprès des CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, qui se déploient sur toute la France et qui interviennent aux premiers instants, en fait, lors d'un drame collectif pour prendre en charge d'un point de vue psychologique les victimes. Alors oui, mes premières expériences donc dans le psychotrauma, avec le psychotrauma, étaient en effet des interventions en CUMP. Je suis volontaire pour une cellule d'urgence médico-psychologique. Donc en parallèle, je me suis formée en faisant un diplôme universitaire de psychotrauma. Et les CUMP, en fait, interviennent dans l'immédiat suite à un événement traumatogène ou un événement potentiellement traumatique. Donc un événement violent, grave, qui survient souvent de façon imprévue et dans lequel donc les personnes vont être confrontées à la mort. Donc éventuellement un risque de mort pour elles-mêmes ou à la mort d'autres personnes, donc vont être témoins, avec une notion donc de danger très importante et qui nécessite donc des soins rapides. D'accord. Tu as parlé de psychotrauma, justement, c'est le thème du podcast aujourd'hui. On va parler du traumatisme psychique. Qu'est-ce que c'est le psychotrauma ? Alors la personne qui est confrontée donc à un événement traumatogène, c'est-à-dire potentiellement traumatique, peut éventuellement connaître une désorganisation de son fonctionnement. Alors le psychotrauma peut être comparé à une blessure psychique, à une effraction psychique qui met à mal donc son fonctionnement, qui va complètement la déborder, donc dépasser finalement ses capacités d'adaptation, la déborder donc dans ses défenses. Il y a vraiment dans l'événement de vie qu'on va subir une vraie rupture dans le quotidien, dans la vie, dans ce qu'on a pu vivre avant et ce qu'on va vivre après. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'avant et de l'après-trauma. En fait, c'est parce que cet événement qui arrive sans prévenir, sans crier gare, d'une manière complètement inappropriée, inconcevable, même intolérable, qui nous tombe dessus parce qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment, ça va amener une multitude de sentiments et d'émotions qui vont se mélanger, avoir le sentiment de perte de contrôle sur sa vie, sur les événements, sur ce qui se passe, ressentir de l'horreur, de la terreur, de la honte aussi, de la culpabilité également, la culpabilité d'avoir survécu alors que d'autres non, et de ne pas se sentir légitime. Toutes ces émotions, en fait, vont se bousculer et venir frapper en plein visage la victime au moment où elle va vivre l'événement. Et c'est ça, en fait, qui crée le psychotrauma. On sait, en effet, que moins l'événement est anticipable, plus le risque de voir ses défenses finalement être dépassées est important, plus le risque de réaction aiguë, de réaction massive chez la personne est important. On parle en effet, par rapport à cette angoisse ressentie, on parle de l'effroi, qui est donc une angoisse mais extrême, face à ce risque de mort, à cette confrontation au réel de la mort.
Et bien souvent, les personnes décrivent dans l'après-coup cette confrontation comme quelque chose d'impensable, quelque chose d'indicible. Souvent, il y a d'ailleurs une perte de contrôle, mais il y a aussi la perte de la notion du temps. C'est très compliqué pour les victimes de pouvoir dire si la situation a duré 2 minutes ou finalement si ça a duré 1 heure. Il y a vraiment cette perte de contrôle-là qui est liée à cette absence de pensée possible du fait de la violence de l'événement. Souvent, d'ailleurs, il y a aussi le sentiment d'être abandonné, d'être seul finalement face à ce qui se passe. Et il est souvent décrit aussi l'avant, en effet, et l'après. La vie ne sera plus jamais comme avant. C'est ce qui est souvent témoigné par les personnes ayant vécu un événement traumatique. Alors, quand on parle d'événements traumatiques, on parle notamment d'événements où on peut être confronté à la mort ou à une menace de mort, à des blessures très graves ou à des violences sexuelles, par exemple, en étant directement exposé, donc sur le lieu où ça se produit, en étant témoin direct, en intervenant sur les lieux comme primo-intervenant ou comme professionnel. Je pense notamment aux pompiers ou aux policiers, par exemple. Ou en étant exposé de manière répétée, même si indirecte, par les médias, par exemple, par la télé. Alors oui, suite aux attentats donc du 13 novembre 2015, énormément de personnes donc se sont présentées à la mairie du 11e, par exemple, qui était un des lieux de soins qui accueillait en immédiat. Et parmi les personnes qui ont consulté à ce moment-là, qui étaient très impactées, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas vécu, qui n'avaient pas été témoins de l'attentat, mais qui se sentaient très concernées parce que habitant sur Paris, habitant éventuellement dans le quartier, et puis beaucoup de personnes qui avaient regardé en boucle les télés. Alors le psychotrauma, on sait que ça a un impact immédiat sur les pensées et puis sur les comportements des personnes qui le vivent. On peut parler notamment des modalités vécues aux premiers instants en fait d'un événement traumatisant. C'est vrai que le stress peut être une réaction adaptée bien souvent dans notre vie quotidienne. En situation de psychotrauma, on peut vivre un stress adapté et donc un stress qui va nous aider à faire face à la situation et à reprendre pied dans la réalité, à reprendre pied dans la vie. À contrario, des personnes donc, peuvent aussi avoir des symptômes qui renvoient à un stress dépassé, un stress aigu, où en fait ce stress-là n'est pas du tout adapté et salvateur, mais va les amener à avoir des conduites délétères, des conduites dangereuses qui risquent d'aggraver en fait la situation de danger. Donc il y a en effet la fuite panique. Il y a la sidération, qui peut être un symptôme où la personne en fait est complètement sidérée, apathique, bloquée, incapable de réagir. Et donc là aussi, il peut y avoir du coup une mise en danger du fait de cette incapacité à se mouvoir. Je pense par exemple dans une situation aussi d'explosion ou d'incendie, des personnes qui ne vont pas pouvoir se mettre à l'abri ou mettre leurs proches à l'abri parce qu'elles sont sidérées. Il y a aussi donc comme symptôme de ce stress dépassé ce qu'on appelle l'activité automatique. Et donc là, à ce moment-là, les personnes victimes vont avoir tendance à reprendre une activité qui semble ordinaire. Par exemple, un conducteur qui va reprendre sa voiture pour partir en conduisant, ou quelqu'un qui est en situation de travail dans un immeuble qui vient d'exploser et qui va se remettre sur son ordinateur pour reprendre son activité professionnelle. On a l'impression que c'est adéquat, puisque c'est une activité de la vie quotidienne, mais en fait pas du tout, puisque la personne n'est pas consciente en fait de ce qu'elle est en train de faire, et c'est une façon de se réfugier dans une habitude, et donc c'est bien un mécanisme de défense, mais qui risque de la mettre en danger, puisque elle n'est plus disponible en fait, son cerveau est coupé de ce qu'elle est en train de faire, et elle est vraiment en situation d'avoir besoin d'aide quand elle a ce type de symptômes. Donc ce sont vraiment des réactions, des modalités de réaction du stress dépassé qui signent la difficulté de la personne à reprendre pied dans la réalité, et donc qui signent bien aussi le fait qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un accompagnement à ce moment-là. Dans toutes ces modalités, en effet, on retrouve vraiment un point commun qui est un peu comme si le cerveau était débranché et que le corps fonctionnait de manière automatique. Ça prouve bien du coup une désorganisation psychique. Et ça peut donc être le premier point pour une potentielle consultation. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est normal d'avoir des réactions suite à un événement aussi important, un événement de vie. Et en même temps, c'est compliqué de savoir quand est-ce que ça relève du normal et quand est-ce que la question d'aller consulter se pose en fait. Comment est-ce qu'on peut savoir quand il faut aller consulter finalement ?
C'est tout l'intérêt en fait des interventions immédiates des cellules d'urgence médico-psychologique, de repérer les personnes en état de stress dépassé. Les professionnels, les volontaires des CUMP et les professionnels des CUMP donc, sont formés évidemment à ça, à l'évaluation de ces symptômes. Et par ailleurs, après, c'est vrai que s'il n'y a pas eu d'intervention de CUMP, les personnes victimes d'un événement traumatique peuvent, si elles se sentent en souffrance et si elles repèrent chez leurs proches des difficultés de ce type-là, favoriser une consultation, encourager une consultation. Oui, d'autant qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aggraver les situations. Je pense notamment aux médias qui peuvent être très intrusifs, très dérangeants, demander des interviews au pire moment, venir jusque devant le palier des gens pour poser leurs questions. Et qui, à la fois, le jour où l'événement n'est plus d'actualité et qu'un peu de temps est passé, lorsque la presse ou la télé se désintéresse en fait du drame, on peut ressentir chez les victimes un sentiment d'abandon parce que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, elles ont été mises au devant de la scène, on les a écoutées, on a essayé de les comprendre, et du jour au lendemain, plus personne ne s'intéresse à elles. Il y a aussi des personnes qui ont affaire au deuil, parce que dans les victimes d'un attentat ou d'un accident collectif, il n'y a pas que les personnes qui étaient sur place qui sont victimes, il y a aussi les proches, les familles. Et parfois, ces familles doivent faire face à un deuil, à la perte de quelqu'un de proche, de très cher, sans pouvoir trouver de raison en fait satisfaisante à cette mort précipitée. Il y a les démarches de reconnaissance du statut de victime qui peuvent clairement être un parcours du combattant, les démarches pour les dédommagements aussi auprès du fonds de garantie, l'angoisse de revivre un événement comme celui vécu parce que de son caractère imprévisible, l'attentat ou l'accident collectif, on ne sait jamais à quel moment ou où est-ce qu'il peut frapper. En fait, tous ces éléments créent un stress qui empêche de vivre sa vie personnelle et professionnelle de manière normale. Alors pour les victimes, c'est vrai que cette articulation entre les besoins finalement d'un point de vue administratif, d'un point de vue judiciaire, donc de ce qui va leur être demandé en termes par exemple de preuves, en termes de documents à remplir, en termes de démarches à faire, qui demandent beaucoup d'énergie, tous ces éléments sont souvent très opposés aux besoins de la personne d'un point de vue psychologique, pour se sentir mieux, puisque c'est vrai que conserver, par exemple, chez soi, parce qu'il va falloir en fournir la preuve, des photos d'un moment où on était sur les lieux d'un drame, éventuellement conserver un vêtement qui va être taché de sang. Voilà. Bien sûr, sur le plan psychologique, c'est pas vraiment ce qu'on va recommander aux personnes pour leur permettre d'avancer, de se soigner, de se sentir mieux. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à articuler les différents besoins, à la fois le versant administratif judiciaire et le versant psychologique. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner les personnes dans cette articulation, à comprendre l'intérêt et faire le lien entre les deux aspects. Alors justement, pour parler de l'après-coup, il y a des symptômes qui peuvent se développer à la suite d'événements traumatiques. Faut savoir que donc à la FENVAC, on a créé des fiches explicatives de certains de ces symptômes, en tout cas de certains de ces éléments, donc en collaboration avec Gaëlle pour expliquer et pour aider à décrypter en fait les ressentis ou les réactions auxquelles on peut s'attendre après ce type d'événement. Alors ce sont des documents qui constituent des supports théoriques basiques. Ils ont vocation à décrire des réactions possibles pour faciliter une potentielle prise en charge. C'est en rien des éléments qui peuvent permettre de soigner. Par contre, on les met à disposition pour pouvoir aider à comprendre ce qu'on a pu ressentir ou ce qu'on ressent. Et puis on reste à disposition pour aider dans une potentielle orientation pour un suivi psychologique ou psychiatrique au 01 40 04 96 87 ou directement sur le site de la FENVAC. Il y a un petit encart pour pouvoir nous contacter par message. Donc n'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.